Salut à vous les amis de la terreur. Aujourd'hui, nous allons découvrir le secret qui a coûté la vie à Catherine, qui croyait toucher du doigt le bonheur. Vous ne la connaissez pas encore, mais elle va se présenter. Elle revient de l'au-delà pour nous raconter l'abominable vérité sur sa mort et comment elle a découvert le secret de Roland. Alors le secret de Roland, c'est une histoire que j'avais écrite en 2004 ou 2005, que j'avais mise sur mon site de l'époque, et elle faisait partie d'une série que j'avais baptisée Les Rendez-vous de l'au-delà. Voilà, donc aujourd'hui je vous la propose en version audio immersive sur la chaîne Sturpy Horror Stories, j'espère qu'elle vous plaira. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et recevoir un paquet de bonus, eh bien je vous mets le lien de mon Tipeee en commentaire épinglé. Et puis très bientôt, vous retrouverez mon premier roman Macabre Concerto dans la librairie Amazon, ainsi que des Échos du Crépuscule en version livre qui vont sortir tome par tome à partir de cet été. Bon, on est déjà l'été, mais ce sera avant la fin de l'été, je pense. Voilà, je vous souhaite de bonnes frayeurs sur la chaîne Sturpy Horror Stories avec le secret de Roland. À très bientôt. Bye bye. À une cinquantaine de mètres, la voiture de Roland dormait au bord du fossé. J'arrivais à sa hauteur. Mon mari n'était plus dedans. J'avançais prudemment. Mes yeux s'étaient quelque peu habitués à l'obscurité. Je perçus alors la carrosserie luisante d'une autre voiture, gris métallisé, parquée devant la Rover. Bienvenue. Les échos du crépuscule se transforment une nouvelle fois en échos de l'au-delà. Catherine, revenue d'outre-tombe, nous dévoile l'horreur qui se cachait derrière la routine de son bonheur. Le secret de Roland. Tous les drames, même les plus atroces, ne font pas forcément les premières pages des journaux. Mon cas ne fit pas grand bruit. Et pourtant, mon assassinat comportait ce qu'on trouve de plus odieux dans le monde des vivants. La trahison et l'humiliation. Mais ça, personne ne l'a su. J'étais une femme comme il en existe tant d'autres. J'ai vécu 26 années terrestres. Les 5 dernières furent les plus belles et ce fut en partie grâce à mon mari, Roland. Ma meilleure amie Françoise nous avait présenté l'un à l'autre le jour de l'anniversaire de mes 21 ans. Roland avait été embauché comme DJ par Françoise suite à une publicité dans le journal local qui annonçait « DJ Roland pour une soirée inoubliable ». Effectivement, la soirée s'avéra inoubliable. Et nous en rions souvent par la suite. Nous nous sommes fréquentés pendant presque 1 an avant de nous marier. L'appartement que nous achetâmes se situait au cœur d'une grande ville qui sentait le CO2 l'été et les marrons chauds l'hiver. Nous étions bien installés, le nid était spacieux et n'attendait plus qu'une nichée d'oisillons. Néanmoins, d'un commun accord avec Roland, nous décidâmes de profiter un peu de notre liberté pour pouvoir plus tard nous investir pleinement dans l'éducation du fruit de notre amour. Nous étions jeunes, pas pressés par le temps. Je travaillais en salon de coiffure, pas le mien, mais je projetais d'ouvrir ma propre boutique un jour. Roland, lui, prospérait dans les assurances et travaillait déjà à son compte lors de notre rencontre. L'activité de DJ qu'il poursuivit durant toute la durée de notre union venait consolider ses revenus déjà consistants. Nous avions tout pour être heureux. Mais il y a toujours une part d'ombre dans la félicité. Mes parents m'avaient baptisé Catherine. Évidemment, pour les amis, c'était Cat. Et je n'ai jamais compris d'ailleurs cette manie qu'ont les gens de systématiquement raccourcir les patronymes de leurs proches. Enfin, soit. Ce genre de questions ne me taraude plus vraiment dorénavant. Il avait du bagou, Roland. Il savait convaincre les gens que son assurance, fût-ce même une assurance contre les dommages engendrés par une collision avec un ovni, s'avérait indispensable. Pendant 5 ans, il était parvenu à me convaincre sans effort qu'il était un époux modèle, un homme sans histoire et un futur père tout à fait exceptionnel. Mieux, il était parvenu à me persuader que j'étais la plus heureuse des femmes. Et dans un sens, je l'ai été. Le jour où je retombais sur Terre fut aussi celui où je la quittais. Ce qui me mit la puce à l'oreille, ce fut d'abord ces coups de fil intempestifs. Souvent des faux numéros, et parfois des appels d'affaires qui nécessitaient son départ immédiat. Quand cela se répète sans cesse, on finit par se poser des questions. Les lundis soirs, il rejoignait ses amis à la belote.
Cela durait depuis le début de notre union, sauf que le jour avait changé. Du jeudi, le rendez-vous était passé au lundi. Pourquoi ? Je crus durant cette période de doute qu'il y avait du nouveau dans la vie de Roland. En réalité, sa seconde vie avait toujours été parallèle à notre vie de couple. Il m'a mené en bateau depuis le début. Quelle sotte j'ai été. Un lundi, je lui fis croire que ma sœur m'avait invité à manger. Je partis une demi-heure avant lui et surveillai son départ depuis le coin de la rue. Un épais rideau de pluie brouillait le décor. Dans son humeur automnale, le crépuscule déployait sa large cape noire et humide. Roland sortit. Le col de son imperméable remonté jusqu'aux oreilles, il descendit lentement l'escalier du perron, sous la pluie battante. Il grimpa dans sa Rover sans un regard alentour. Puis quand il démarra, je fis de même et attendis que la voiture disparaisse à l'angle opposé de la rue pour me mettre en route. Grâce à ce temps favorable et au phare, je savais qu'il ne reconnaîtrait pas la Clio beige qui le filait à quelques centaines de mètres de distance. Nous roulâmes 3 bons quarts d'heure. Je n'avais jamais imaginé son club de belote aussi éloigné de la maison. À ce moment, je m'étais demandé quelle allait être ma réaction si je m'apercevais qu'il me trompait. Le trouvant pendu au cou d'une autre, allais-je oser intervenir ? Ou au contraire, allais-je être capable de me contrôler ? Je savais que dans certains cas, la tigresse sauvage tapie au fond de mon cerveau reptilien pouvait s'éveiller et bondir toute griffe dehors. Allais-je pouvoir la dompter ? La Rover prit une route à travers bois. Une route chaotique, où nulle lumière ne fusait. Je ralentis, craignant qu'il ne se rendît compte qu'une paire de phares, toujours la même, lui filait le train depuis presque 1 heure. Il tourna à droite, hors de ma vue. Je m'arrêtai, au niveau du petit chemin perpendiculaire au bout duquel il stationna sa voiture. Mes mains moites glissaient sur le volant. Je parquai la voiture un peu plus loin, puis je sortis dans le silence de la nuit glacée. La pluie tintinabulait sur les rares feuilles jaunies qui s'accrochaient aux arbres longeant la chaussée. À une 50aine de mètres, la voiture de Roland dormait au bord du fossé. J'arrivai à sa hauteur. Mon mari n'était plus dedans. J'avançai prudemment. Mes yeux s'étaient quelque peu habitués à l'obscurité. Je perçus alors la carrosserie luisante d'une autre voiture, gris métallisé, parquée devant la Rover. Celle-là non plus n'était pas occupée. En suivant le chemin qui bifurquait vers la droite, je finis par tomber sur un bâtiment. J'eus le temps de voir Roland et une autre personne s'engouffrer à l'intérieur par une porte latérale. Il s'agissait d'une vieille chapelle aux murs moussus. Une volée de marche en pierre usée menait à l'entrée principale à 2 battants. Roland et l'autre personne ne l'avaient pas utilisée. Je m'apprêtais à grimper jusqu'à la double porte quand j'entendis un bruit de moteur. Alors, je me tassai au pied de la chapelle, dans l'angle formé par l'escalier et le mur arrondi de l'édifice. Un arbre maigrelet, dégoulinant, contribuait à ma discrétion. Drôle d'endroit pour un club de belote. Je me demandais qui pouvait être la personne qui accompagnait Roland. Homme ou femme ? Je n'avais pas eu le temps de le distinguer. Je présumais à ce moment qu'il s'agissait d'une femme. Mais je me trompais. La voiture que j'avais entendue arriver s'arrêta à l'entrée du petit virage. Un couple apparut. Je ne pouvais voir leur visage, mais je déduis qu'il s'agissait d'un couple, car ils se tenaient par la main. En silence, ils avalèrent la 8aine de marche en pierre menant à l'entrée de la chapelle. Je retins mon souffle. J'entendis au-dessus de moi la double porte s'ouvrir dans un grincement sec. Le couple pénétra dans l'édifice. Une autre voiture arriva, puis 2 autres, et puis encore d'autres. En tout, j'avais dénombré près d'une 30aine de convives venus s'engouffrer à l'intérieur de la petite église. Que signifiait ce défilé ? Club de belote ou club échangiste ? Du silence dans lequel les arrivants s'étaient suivis sointait une inquiétante perspective. Au bout d'une dizaine d'interminables minutes sans nouveaux arrivants, je finis par m'extraire de mon coin avec l'intention de fuir, quitte à questionner Roland plus tard pour voir s'il me dirait la vérité. Quand je me fus éloigné de la chapelle, je constatai que par les vitraux filtrait une lumière mouvante, sans doute des chandelles. Et là, une hésitation me prit. Je restai un instant à observer l'édifice faiblement illuminé, à me questionner sur ce qui pouvait se dérouler à l'intérieur. Pourquoi Roland et l'autre personne n'étaient-ils pas rentrés par la porte principale comme les autres ?
Peut-être croyait-il ce lieu non fréquenté? Peut-être Roland était-il occupé à me trahir charnellement en ignorant la venue de cette trentaine de personnes? Pour en avoir le cœur net, une seule solution. Aller voir derrière la porte latérale. Je pris la direction du flanc gauche de la bâtisse. Des ronces m'égratignèrent les chevilles, m'arrachant un cri, vite étouffé. Devant la porte de bois vermoulu, maintenue par de longues charnières garnies de gros clous, je restais songeuse. J'allais sans doute être surprise, voire choquée, par ce que je découvrirais derrière ce panneau. Quand je le poussai, les charnières grincèrent. Mon cœur fit un bond. À 2 mètres de moi, une lampe à huile posée sur un guéridon diffusait une fine lumière. Je descendis 2 marches et me retrouvai dans le tunnel ainsi éclairé. Je passai au niveau du guéridon. Je n'entendais pas un bruit. Le boyau se prolongeait dans une épaisse pénombre que je pénétrais avec appréhension. Au bout de quelques mètres, je perçus des murmures, sorte de borborithme sourd en provenance des ténèbres devant moi. J'imaginais Roland et l'autre en pleine action, quelque part tout près. Une rage diffuse monta de mon ventre jusque dans mes tempes. Depuis combien de temps durait ce petit jeu? Depuis le début, certes, mais à ce moment je l'ignorais. J'ignorais beaucoup de choses. J'atteignis le bout du tunnel, obstrué par un épais rideau en velours beige qui sentait le moisi. Et là j'entendis résonner la voix de Roland sous la voûte de la petite église. Ce qu'il avait à me cacher s'avérait bien pire qu'un adultère. Pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mes chers fidèles, Entonna-t-il. maintenant que nous avons salué notre maître Satan, je vais procéder au sacrifice hebdomadaire. Qu'on amène la bête. Et Roland poursuivit. Voilà pour toi, Satan, que nous allons verser le sang. Un frisson me parcourut lorsque l'assemblée répéta en chœur à sa suite. Je ne pouvais le croire. Là, j'aurais dû rebrousser chemin et m'enfuir à toutes jambes. Mais j'écartai légèrement le rideau et je vis. Debout à l'arrière de l'hôtel éclairé par des torches, Roland me tournait le dos. La lumière que j'avais vue filtrer au dehors ne provenait pas de chandelles, mais bien de torches. Face à moi, je pouvais voir la masse de fidèles au pied de l'autel. Leurs visages alignés, dissimulés sous une sorte de cagoule en satin, formaient une masse noire, d'où ne transpirait qu'une multitude d'yeux brillants dans la lumière mouvante des flammes. La croix et le Christ cloués dessus avaient été arrachés de son socle et se trouvaient plantés la tête en bas juste devant le premier rang. Tandis que Roland, leur gourou, mon Dieu, saisissait le pauvre oiseau des mains de son assistant, la masse noire scandait à voix basse. Le pauvre animal glapissait de toutes ses forces quand Roland le plaqua sur l'autel de sa main gauche. À présent, il m'offrait son profil gauche, camouflé par une toge grotesque, d'où retombaient sur ses joues et ses épaules de larges bandes de cuir brun. Dans sa main droite, dressée au-dessus de sa tête, il tenait une machette. D'un geste vif, Roland abattit la lourde lame sur le cou tendu de la pauvre bête sans défense. Du sang gicla jusque dans les premiers rangs de l'assemblée. Je ne pus réprimer un petit cri, qui, dans le silence revenu, ne passa pas inaperçu. L'assistant de Roland tourna immédiatement sa tête masquée dans ma direction. Dans la lueur de ses yeux, dans la précision de son regard, je sus qu'il m'avait vu. Là, il interpella Roland qui, à son tour, se braqua dans ma direction. Pourquoi, au lieu de fuir, ai-je écarté le rideau et appelé « Roland, mon amour !» Comment aurais-je pu croire que mon époux, mon amour, feindrait de ne pas me reconnaître? Ce fut pourtant ce qu'il fit quand son assistant m'amena à lui en me tirant par le bras. « Roland, mon amour !» Répétai-je. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que signifie tout ça? Viens, on rentre, s'il te plaît. Une traîtresse parmi nous. S'écria-t-il. Là, je crus que j'allais m'éveiller d'un cauchemar ou bien m'évanouir dans mon sommeil. Mon Dieu, oh mon Dieu. Tout autour de moi s'est mis à tourbillonner. Les vitraux tremblaient, le sol se ramollissait sous mes pieds, la lumière des torches laissait des traînées blanches et rouges dans mes yeux. Ils portaient tous de longues robes noires, et je les vis se mouvoir, se mélanger, tout en clamant lentement. Roland, mon amour. Qu'est-ce que tu fais? Roland ne parut éprouver aucune hésitation.
dans la moiteur irrespirable de la chapelle en mouvement, porté par la vague noire qui l'exhortait à me sacrifier, il me saisit, aidé de son assistant, et plaqua mon buste sur l'autel. Ma joue droite s'écrasa dans le sang du poulet, une plume se piqua dans le pavillon de mon oreille tandis que je déchirais mes cordes vocales dans un cri noyé de larmes. Les fidèles masqués continuaient. Avant même que j'aie pu reprendre mon souffle, la lame éteignit en moi les feux de la vie terrestre. Roland poussa la folie jusqu'à exhiber ma tête tranchée qu'il tenait par les cheveux à sa foule de fidèles. Voilà pour toi, Satan. Je ne saurais dire si tous ces gens étaient ou non conscients de la réalité des faits, car après leur forfait, ils avaient quitté la chapelle comme ils étaient venus, et c'est Roland, aidé de son assistant, qui se débarrassèrent de mon corps. Mais quelques semaines plus tard, un promeneur trouva ma dépouille dans le bois où elle avait été abandonnée. Roland fut interpellé. Lors de l'enquête, il ne révéla rien de ses activités. Il fut écroué pour ce qui passa pour un simple crime passionnel. C'est l'assistant de Roland qui par la suite devint le nouveau chef spirituel de leur secte sataniste. Et ils continuent leur train-train comme si de rien n'était. Mais où que leur chemin s'arrête, je les y attendrai au bout. Et toi aussi, Roland. Je t'attends.